On est en 1926. Une jeune fille du nom de Eleanor The Good, qui était âgée de 13 ans, a été amenée à Londres par une comtesse viennoise devant Harry Price pour qu'il puisse constater de phénomènes paranormaux qui étaient associés à la jeune fille. Et ces phénomènes étaient, selon la comtesse et la jeune fille, dus à une raison, ni plus ni moins qu'elle était apparemment possédée par le diable. Et je peux vous dire qu'on se présente à vous en vous disant « machin est possédé par le diable », ça pue un peu. Mais comment tout ça a pu commencer? Eh bien Eleanor, qui était d'origine roumaine, alors qu'elle était âgée de 12 ans, en février 1925, elle est partie vivre chez ses grands-parents pour son éducation parce que ses parents, eux, étaient des paysans. Alors qu'elle était sur le voyage, elle a trouvé par terre des pièces de monnaie. Elle les a prises, et une fois qu'elle est arrivée dans la ville où vivaient ses grands-parents, elle a acheté des bonbons et elle les a tous mangés. Une fois qu'elle est arrivée chez ses grands-parents, elle a parlé de ce qu'elle avait trouvé, les fameuses pièces de monnaie, mais la grand-mère a tout de suite été très offusquée. Cette grand-mère avançait que c'était le diable qui avait posé ces pièces de monnaie sur le chemin de la jeune fille pour la tenter, et que, d'un côté, en prenant ces pièces-là, eh bien, elle avait en quelque sorte offert son âme au diable. Donc si jamais vous trouvez 100 balles par terre, ne le prenez pas, c'est le diable. Ce qu'on va faire, c'est que vous m'appelez, je les prends. Comme ça, j'aurai tous les démons au cul, mais je serai riche. Et effectivement, des choses bizarres ont commencé à se passer à partir de ce moment-là. Peu de temps après, il y a une sorte de pluie de pierre qui s'est abattue sur la maison des grands-parents. Plusieurs fenêtres ont été brisées, encore un peu plus tard, il y a des grosses pierres qui sont tombées sur la maison, et à chaque fois, les pierres s'arrêtaient au pied d'Eleanor, comme si elle était en quelque sorte l'objet de ces lancers de pierres. Des objets, en fait, étaient attirés par Eleanor comme un aimant. Parfois, ça pouvait être un morceau de porcelaine, un anneau de métal, ce genre de choses. Donc évidemment, on commence à se poser des questions. Et il y a deux questions qu'on se pose. En tout cas, on établit deux possibilités à ce moment-là. Soit Eleanor était ensorcelée, soit, et ça c'est le pire des cas, elle est possédée par le diable. Donc les grands-parents se disent, la situation est tendue, on n'en veut pas, retourne chez tes parents. C'est ce que fait Eleanor, et une fois, alors qu'elle est en train de dîner en compagnie de ses parents, une pierre traverse une des vitres de la maison. C'était une pierre qui semblait venir d'une rivière non loin, et comme chez les grands-parents, elle s'arrête juste au pied d'Eleanor. Donc là, on dirait que les événements sont effectivement associés à Eleanor. Un prêtre est appelé, et le prêtre décide de faire un test. Il va à la rivière, il prend une pierre, il dessine une croix dessus, il la jette dans la rivière. Et un peu plus tard, cette même pierre a été jetée au travers l'une des vitres de la maison. Les parents d'Eleanor se disent « Mon Dieu, des phénomènes sont associés à notre fille, du coup on n'en veut plus, on la file aux voisins. » Et les phénomènes suivent chez les voisins également. Donc là, il n'y a pas de doute, les phénomènes paranormaux, en tout cas, les phénomènes qui ne s'expliquent pas vraiment, sont associés à Eleanor. C'est pas un truc qui est associé à la maison des grands-parents, à la maison des parents, ça semble la suivre comme la peste. Et bien sûr, à cette époque-là, les nouvelles se répandent vite, surtout les nouvelles un peu étranges et mystérieuses comme ça, donc les villageois commencent à se dire que le diable est en train de suivre la jeune fille. Eleanor a été ramenée chez un prêtre qui s'occupait d'une ancienne paroisse, et une fois qu'elle est arrivée sur place, des vases ont explosé. Et quand on a pris les débris du vase et qu'on les a jetés dans la cour, là les fenêtres ont explosé également. C'est très bizarre ce qui se passe, vraiment. C'est pas encore le seul événement qui a pu se produire. Une autre fois, un coffre a commencé à bouger tout seul. Toutes les personnes qui se trouvaient dans la pièce, même Eleanor, se sont barrées parce qu'ils avaient totalement peur, sauf un jeune homme. Un jeune homme qui a voulu un peu défier le diable, visiblement, en disant « Attends diable, je vois que tu n'arrives pas à déplacer ce coffre tout seul, laisse-moi t'aider. » Clairement, il l'a provoqué. Et le diable, généralement, quand tu le provoques, il aime pas trop ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand l'homme s'est approché du coffre, une planche de bois s'est sauvée du plancher et l'a frappé, ce qui l'a baissé légèrement. En gros, les événements paranormaux, c'était ça. Il y avait des choses qui bougeaient, des trucs qui étaient jetés au travers des vides, des choses qui explosaient, et quand on faisait allusion aux événements en tant que tels, d'autres événements se produisaient, et généralement qui agressaient en quelque sorte la personne qui avait parlé des événements. Donc comme je vous l'ai dit, on a le jeune homme qui parlait du coffre et qui a voulu un peu provoquer le diable, il s'est pris une planche, un autre a proposé de faire un pèlerinage pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce genre de choses, et lui aussi a été frappé. Donc là vous comprenez bien que la situation est quelque peu ingérable. Et tout ça semble venir en soi du fait de juste avoir récupéré quelques pièces par terre. On met encore en place une solution, on envoie Eleanor dans un couvent. On pense que là-bas on soit entouré, on va dire, de la présence de Dieu, avec des prêtres, avec des personnes qui font partie intégrante de la religion. Peut-être que la situation pourrait s'arranger, et on lui fait pas mal de choses. On lui fait un exorcisme, on lui fait voir des psychiatres, on fait même des expériences sur elle, on l'hypnotise, mais rien ne marche. Les événements ne s'atténuent pas après tout ça. Finalement, on part dans la facilité. On se dit, Eleanor, elle est folle, on la balance à l'asile. Elle était donc dans une chambre,
toute seule, elle ne voyait personne, elle ne sortait pas. Autant vous dire que c'est pas le genre de solution qui va permettre d'arranger les choses, je pense. Évidemment, avec des phénomènes comme ceux que je vous ai décrits qui se passent, certes, il y a des rumeurs qui se propagent, mais il y a également une autre organisation qui va s'intéresser un petit peu à tout ça, c'est la presse. Les journaux vont prendre diverses positions, certains vont dire que tout ça n'est que vaste supercherie, certains vont dire que c'est juste de la folie, d'autres qu'il y a effectivement des choses bien réelles qui se cachent derrière tout ça. Et un homme, Fritz Grunwald, s'est intéressé de près à cette affaire. Il a convaincu le père d'Éléonore de la retirer de l'asile et de la confier sous sa garde. Il l'avait pas prise chez lui, elle était retournée dans un couvent, là où il pouvait l'observer. Donc il l'a observée pendant plusieurs jours, et à un moment donné, cet homme est décédé. Et du coup, les résultats de ses recherches ont été publiés dans la presse une fois qu'il est décédé. Ce qu'il disait, c'est que la plupart des manifestations paranormales qui concernaient Éléonore étaient des manifestations assez légères, entre guillemets, dans le sens où c'était simplement des objets en mouvement, des objets étant assez légers ou parfois très lourds. Mais par contre, des fois, c'était un peu plus violent, de temps en temps. Parfois, Éléonore se faisait carrément gifler, on entendait des coups sur les meubles, des coups assez forts, et parfois même des objets apparaissaient, comme ça alors qu'ils n'étaient pas là avant. Bon, c'est vrai que si t'as un fantôme qui fait apparaître des petits trucs de temps en temps, ça peut aller, on va dire. C'est pas le truc le plus effrayant, par contre, si là le fantôme commence à te mettre des gros coups de savate, là ça peut être un peu problématique. Fritz Grunwald est décédé d'une manière assez mystérieuse. Alors qu'il comptait prendre de nouvelles dispositions concernant Éléonore, c'est-à-dire non pas la laisser dans le couvent mais la garder chez un de ses amis ou chez de la famille, eh bien cet homme a fait une crise cardiaque, ce qui l'a tué sur le coup. Il a mis une douzaine de jours à être découvert, et ce qui était assez étrange, c'est qu'il n'était âgé que de 41 ans. Donc là, on a l'impression que les phénomènes paranormaux commencent à devenir de plus en plus inquiétants. Avant, quand on défiait le diable, on se prenait une planche dans la tronche. Maintenant, visiblement, quand on commence à faire des choses qui ne lui plaisent pas, il peut nous tuer. Du coup, Éléonore est renvoyée, suite au décès de son bienfaiteur, chez ses parents. Encore une fois, elle fait face à l'hostilité des villageois qui ne peuvent pas la saquer parce qu'ils ont carrément peur d'elle. Sauf qu'elle a attiré l'attention d'une personne, la personne qui l'a emmené voir Harry Price, la fameuse comtesse viennoise. Elle a un nom de famille très compliqué, donc on va l'appeler par son prénom, la comtesse Zoé. Cette comtesse était quelqu'un qui était fasciné par le domaine du psychisme. Elle a rencontré Éléonore, et quand elle l'a vue pour la première fois, elle avait quelques doutes quand même vis-à-vis de toute l'histoire, tout simplement parce qu'elle avait en face d'elle une jeune fille qui semblait sale, négligée, donc quelqu'un qu'on pourrait facilement prendre pour folle. Néanmoins, elle a assisté à des phénomènes authentiques qui ont tout de suite convaincu son esprit que, effectivement, il y avait des choses bizarres qui tournaient autour d'Éléonore. La comtesse Zoé décide de prendre Éléonore avec elle. Éléonore semble vivre sa meilleure vie, elle se sent beaucoup mieux, elle se sent bien, elle est heureuse, sauf que les phénomènes, eux, ne s'arrêtent pas pour autant. La comtesse ne perd quand même pas le nord. Elle a invité Zoé chez elle pour comprendre ce qui se passe, vu qu'elle est intéressée par son cas. Du coup, elle répertorie dans un carnet des notes concernant, on va dire, les manifestations, et elle en a répertorié quand même beaucoup. Au total, elle a répertorié 1070 incidents. Donc ça, ce sont les incidents auxquels elle a assisté. Ça ne compte pas tous les incidents qui ont pu avoir lieu avant que la comtesse rencontre Éléonore. Mais il y a certaines choses qui par contre restent incompréhensibles pour la comtesse. Certes, elle assiste à des événements, mais ça reste des événements qui peuvent sembler assez doux. C'est-à-dire que ça va être des objets qui tombent, des objets qui bougent, ce genre de choses, des objets qui peuvent même parfois voler un peu dans les airs, mais c'est rien d'extraordinaire. On n'a pas une Éléonore qui se fait balancer sur tous les murs de la pièce. Et c'est ça qui est étrange justement, parce que sur le corps d'Éléonore, il y a des traces. Et rien ne semble indiquer ce qui laisse ces traces. Du coup, on se repositionne sur le diable, c'est que c'est le diable qui inflige ces traces à Éléonore. Éléonore explique que ces traces ne viennent pas d'elle, elle ne s'inflige pas elle-même des sévices, elle dit qu'être giflée, être sortie de son lit, être soulevée parfois dans les airs et être relâchée comme ça sur le sol. Donc quand on a ces explications-là, si on y croit, on peut comprendre d'où viennent les traces. Si on est plus sceptique, là, des questions subsistent. Un homme entend parler de toute cette histoire et est assez intrigué. Notre homme, Harry Price. Il se rend donc à Vienne, chez la comtesse, pour discuter avec elle du cas Éléonore. Alors qu'ils sont en train de parler, Éléonore se met soudainement à crier douleur. La comtesse se précipite vers elle pour voir ce qui ne va pas et essayer de la sauver, et elle semble avoir la main sur son bras gauche. Elle avait un corset, du coup la comtesse l'aide à le retirer, et c'est là que, sur ce fameux bras gauche, il y avait des traces de dents qui étaient assez bien plantées, ce qui semblait assez incompréhensible sachant qu'elle avait une sorte de manche. Harry Price a examiné la blessure, elle a vu la blessure d'abord virer au rouge, puis au blanc. Comme je vous l'ai dit, Harry Price, il pense tout de suite que
il y a des trucs de rationnel. Du coup, il va pas se dire, ok, c'est le diable qui l'a mordu, etc. Lui, il se dit, peut-être qu'elle s'est fait ça elle-même. Donc, il réfléchit. Il se dit, si elle s'est fait ça elle-même, je sais pas pourquoi j'ai envie de me mordre. Eh bien, il devrait y avoir des traces d'humidité sur le fameux corset. Parce que vous savez, la bouche c'est humide, donc si vous tentez de vous mordre et que vous avez votre manche, vous allez laisser une empreinte d'humidité avec de la salive. Sauf que là, sur le corset, il n'y a rien du tout. Plus tard, la même situation se produit, sauf que là, Harry Price était juste à côté d'Eleanor. Et si tu te mords, tu le vois, tu fais un mouvement un peu brusque. Et là, il a remarqué du coin de son regard qu'Eleanor n'avait pas bougé d'un centimètre. Eleanor recrie douleur, visiblement ça ne s'arrête pas. Cette fois-ci, elle dit qu'elle a un problème sur le torse, la comtesse inspecte, et cette fois-ci, elle a 7 traces de griffures qui traversent son torse. Et on pense pas que ce soit elle-même qui s'inflige ça, parce que bien que au moment où elle a eu ces fameuses griffures, elle a quitté la pièce quelques instants, elle n'aurait jamais eu le temps d'enlever ses vêtements, se faire la griffure et de se les remettre. Ça tient pas du tout la route. Donc la théorie que potentiellement Eleanor se fasse toutes ses blessures elle-même, eh bien elle commence de plus en plus à être mise sous le tapis. Harry Price décide donc de se pencher un peu plus sur cette affaire. Il est convaincu, par rapport à ce qu'il a vu, qu'il y a effectivement matière à s'intéresser à ce sujet-là. Il étudie un petit peu Eleanor et il se rend compte que, bien que la jeune fille est âgée de 13 ans, elle semble très jeune mentalement. Elle est intelligente, sur ça il n'y a pas de souci, mais elle ne s'intéresse pas à des trucs de son âge. Elle a tendance à être plus intéressée par exemple par des jouets d'enfants pour un enfant de 5 ans que par des trucs que les fillettes de son âge feraient. Harry Price coince un petit peu. Il a du mal un petit peu à comprendre ce qu'il se passe. Il assiste à un événement où, à un moment donné, alors que Eleanor jouait avec un pistolet pour enfants, eh bien un stylet en acier qui servait à ouvrir des enveloppes a traversé la pièce. Mais il n'a pas réussi à comprendre s'il y avait une explication rationnelle derrière tout ça. Harry Price assiste à d'autres événements et à chaque fois, il n'arrive pas à expliquer rationnellement ce qu'il se passe. Personne ne touche des objets qui peuvent traverser la pièce, il n'y a pas de défaut dans certains meubles, il n'y a pas de truc dans les pièces qui pourrait expliquer qu'il se passe telle ou telle chose, donc on va dire que la pensée qu'il y a bien quelque chose de paranormal commence un petit peu à trotter dans son esprit. Mais il y a une personne dont on n'a pas forcément parlé vraiment, enfin si on en parle depuis le début, mais on ne parle pas de ce qu'elle fait. Cette personne-là c'est Eleanor. Elle est convaincue que c'est le diable qui l'attaque, donc elle essaye à chaque fois de l'apaiser. Elle l'apaise en lui offrant des friandises, de la nourriture, et ce qu'elle a remarqué c'est que apparemment le démon qui l'attaque aime bien le chocolat. Et justement, en parlant de nourriture, Harry Price une fois était avec Eleanor alors qu'elle faisait une offrande de bonbons, et d'un coup, Eleanor s'est mise à crier de douleur. Quelque chose s'est formé sur sa main. C'était une sorte de cercle de la taille d'un chocolat avec autour des empreintes dedans. Peut-être un moyen du diable de dire qu'il voulait pas un bonbon mais du chocolat. Harry Price se dit que il faut que la comtesse ainsi qu'Eleanor viennent à Londres, là où il a, on va dire, tous ses outils et toutes ses affaires, enfin c'est là-bas qu'il pourra faire la meilleure des études. La comtesse et Eleanor acceptent, et en faisant ça, Monsieur Price a une idée derrière la tête, c'est qu'il veut simplement savoir si le diable, Dracu, comme il était appelé, était une entité bien réelle, ou est-ce que c'était une manifestation inconsciente venant de l'esprit d'Eleanor. Donc c'est le 30 septembre 1926 que la comtesse et Eleanor arrivent à Londres, London. Déjà un phénomène s'est produit. Une bague en argent qui était dans la coiffeuse d'Eleanor avait disparu. Et une autre fois, alors qu'elle était en train de jouer avec une poupée qu'elle aimait bien, la bague est réapparue comme ça, mais limite en tombant du ciel. Une manifestation, celle-là je vais vous la décrire parce qu'elle est assez détaillée et assez incompréhensible, ça n'a aucun sens, c'est que quelques journalistes sont venus voir Eleanor et un des journalistes lui a offert pas mal de jouets. Parmi ces jouets, il y avait une horloge en forme de chat et il y avait du feu qui sortait des yeux du chat. Tout le monde était très souriant de voir que Eleanor avait l'air d'apprécier tous les jouets qu'elle avait reçus, et alors qu'elle était en train de regarder l'horloge, quelque chose est tombé sur sa tête et est ensuite tombé sur le plancher. Harry Price a pris ce qui était tombé et il a remarqué que c'était une sorte de L, un aimant qu'on pouvait disposer sur un tableau pour soit écrire des choses, soit pour accrocher des notes. Il reconnaît immédiatement ce L. Ça fait partie des objets qu'il a dans une pièce à quelques étages plus bas de là où était Eleanor, et il se dit, c'est facile, si c'est une pièce qui vient d'en bas, je peux le vérifier. Il appelle donc quelqu'un qui se trouve dans la salle où il y avait ces fameuses pièces aimantées, et la personne dit que non, il ne manque pas de L. Donc là, on pourrait se dire que le diable, si c'est lui, a réussi à créer cet objet-là. Harry Price, là, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Du coup, il se dit, je vais aller vérifier moi-même, vu qu'apparemment, il manque rien. Il va voir, et il se rend compte qu'en fait, il y avait plusieurs lettres qui avaient été fournies. Il y en avait à peu près 6. Il y avait à peu près 6 exemplaires pour chacune lettre,
Et il se rend compte, en faisant le compte, que, oh ça rime, il manquait un L. Donc visiblement, le diable, si on croit que c'est lui, a pris ses petites jambes, il est allé en bas dans la salle où il y avait le fameux tableau et les aimants, il en a pris un, il est remonté, tac 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 tac, et il l'a jeté sur la tête d'Éléonore. Sacré boug. Donc là, couac. On n'arrive pas à comprendre comment cette fameuse lettre aimantée, qui était enfermée dans une armoire, dans une pièce où Éléonore ou la comtesse n'avait jamais mis les pieds, avait pu se retrouver tout seul 4 étages plus haut. Harry Price étudie Éléonore dans son laboratoire. Il assiste à divers phénomènes qui ressemblent un petit peu à ceux que je vous ai déjà décrits jusqu'à présent. Mais en fait, ce qui restait à chaque fois le plus spectaculaire, c'était les marques qui étaient laissées sur le corps d'Éléonore, que Harry Price considérait plus spectaculaires que les marques qu'il avait vues quand il était à Vienne. Visiblement, Dracu, le diable, était plus vorace à Londres qu'à Vienne. On a le droit à une représentation de ce fameux diable, selon Éléonore, ce qui est plutôt inquiétant. Des scientifiques ont également assisté à différents phénomènes que nous on considérait comme paranormaux. Certains ont même vu les fameuses griffures qu'il y avait sur Éléonore, et ils n'ont pas vu juste les griffures en mode regardez, ce matin j'ai eu ça, non, ils voyaient la griffure se former sur sa peau. À chaque fois c'était des traces de griffes, des traces de morsures, et c'était pas que sur les bras ou sur le torse, ça pouvait également venir sur l'ensemble de son corps et même son visage. Vu qu'à chaque fois ces phénomènes se passaient en plus sous le regard de plusieurs personnes, chacun a pu attester qu'il n'y avait pas de supercherie vis-à-vis de ça. Il n'y a pas une tierce personne qui venait et qui allait mordre Éléonore pour créer un truc de foire ou quelque chose de la sorte. Il y a vraiment une incompréhension totale par rapport à tout ça. Les marques qu'il y a sur le corps d'Éléonore, si on peut vous en donner une description, de toute façon il y a quelques photos déjà qui les montrent, mais c'est comme si en fait on vous griffait super fort et vous savez ça fait une marque rouge autour, mais la griffure elle prend un aspect un peu blanchâtre. Ceux qui ont des animaux, peut-être des chats, enfin moi ça m'est déjà arrivé, quand votre animal vous griffe, c'est un petit peu le type de marque que ça peut laisser. Je vais vous épargner toutes les différentes apparitions de marques sur le corps d'Éléonore parce qu'en soi elles sont toutes plutôt similaires. À chaque fois les marques laissées sont assez les mêmes. Personne n'a d'explication, bien que les scientifiques se soient plongés sur le sujet, ils essayent de rationaliser la chose. Est-ce que Éléonore aurait une maladie ? Quelque chose qui pourrait provoquer tout ça? Et non, déjà il n'y a pas de maladie qui fait ça. De deux, ils essayent d'exclure aussi le fait qu'une entité, quelque chose d'extérieur, du coup une sorte de diable, puisse faire tout ça. Mais ils ont du mal un petit peu à y croire. Ce sont vraiment des scientifiques, hein, donc ils ne veulent pas du tout, s'ils le peuvent, inclure cette possibilité-là. Eux, ce qu'ils pensent plutôt, c'est que toutes ces raisons sont dues à quelque chose de psychologique. Ce qui les amène à penser ça, c'est que généralement, quand il se passe quelque chose, soit un objet qui l'évite, soit une griffure qui apparaît, le rythme cardiaque d'Éléonore augmente. Et ils pensent que justement ça entraîne quelque chose, un processus mental. Et qu'en fait, ce qu'elle a vécu, c'est un cheminement en fait qui a une longue date. En gros, pour vous la faire courte, les scientifiques pensent que ces trucs du diable, etc., c'est que quand les gens ne comprenaient pas quand elle était plus jeune ce qui lui est arrivé, ils lui disaient que le diable l'avait possédé, etc., et que ça l'avait terrifié, ça lui avait fait un traumatisme, et qu'en fait, en grandissant, ce traumatisme avait évolué avec elle, et qu'elle associe à chaque fois maintenant qu'elle a, je sais pas, des palpitations, ce genre de choses, tout ça au diable, alors qu'en fait, pas du tout. Et inconsciemment, son corps reproduisait des griffures qu'elle avait pu avoir dans sa jeunesse, parce que quand elle avait un coup de stress, elle se disait, mince, c'est le diable, et son esprit voulait lui faire croire que oui, c'était ça, et du coup, ça provoquait ce genre de blessures pour dire, t'as raison, c'est ça, etc., etc. Par contre, pas d'explication, en tout cas, vis-à-vis des objets qui peuvent voler ou quoi. Ça, on va dire que ça, c'est un peu mis sous le tapis en mode, on l'explique pas, donc si on peut pas l'expliquer, ça n'existe pas. On arrive sur la conclusion de cette affaire, qui est assez frustrante d'un côté, c'est qu'en fait, Éléonore a grandi, elle est retournée à Vienne, après que Harry Price ait fini ses études et qu'il en ait donné ses conclusions, et quand elle a grandi et qu'elle a eu ses premières règles, là, les événements paranormaux ont commencé à cesser, petit à petit, jusqu'à ne plus du tout se manifester. Ce qu'on pourrait penser de tout ça, c'est qu'en fait, c'était un trauma d'enfance qui faisait que elle avait des sortes de manifestations avec les griffures, etc. Et qu'en grandissant, elle a réussi à passer à autre chose, si on peut utiliser cette expression-là, et que naturellement, en fait, bah, du coup, son esprit a arrêté de la tourmenter, si on ne pense pas du tout à l'aspect paranormal. Elle a été élevée par la comtesse, qui l'a vraiment pris sous son aile, en gros c'est devenu sa mère clairement. Plus tard Éléonore s'est mariée, elle a perdu vue la comtesse et elle est retournée là où elle vivait quand elle était jeune. Elle est retournée plus tard
voir sa bienfaitrice quand elle avait vieilli, et quand ils se sont revus, de légers cognements ont été entendus. Est-ce que c'est parce que, on va dire, l'environnement avec la comtesse, ça lui a rappelé toute sa jeunesse, et du coup son esprit a commencé à lui rejouer des tours? Je sais pas, tu vois, c'est assez mystérieux comme histoire, c'est assez effrayant de se dire que ton corps peut te faire subir des sévices comme ça. Bien sûr, on sait que parfois on a un effet placebo, hein. Tu peux prendre un médicament qui n'en est pas un, et en fait c'est ton corps qui va faire quelque chose, pensant qu'il y a eu un effet du médicament, mais de là à que ton corps puisse te laisser des marques, comme on a pu le voir, ça c'est assez chaud. Après, avec Harry Price, vous voyez, Harry Price n'est qu'un observateur dans les affaires qu'il étudie, dans les cas paranormaux. C'est-à-dire que, à l'inverse des Warren, il est pas là pour dire faut faire ça, ça, ça pour que ça s'arrête. Les Warren, dans ce genre de situation, je pense qu'ils auraient tenté un exorcisme, ils auraient tenté de faire plus de choses, savoir qui est l'entité, savoir comment ils pourraient la détacher de Eleanor. Vous voyez, on a vraiment deux types d'enquêteurs du paranormal différents. D'un côté, les Warren très spirituels et très dans la démonologie, alors qu'Harry Price, lui, est beaucoup plus sur l'aspect scientifique. Et forcément, dans ce genre de truc, parfois, le côté scientifique peut être assez frustrant, parce que vous voyez, on n'explique pas forcément pourquoi des objets disparaissaient ou réapparaissaient ou lévitaient, et du coup, vu qu'on n'a pas de preuves, on n'en parle pas. Alors que les Warren, eux, vont plutôt dire c'est cette entité-là, etc. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir ces deux aspects-là. Ça aurait été intéressant, je sais pas si ce type d'affaire existe, mais d'avoir une affaire où les Warren et Harry Price ont enquêté une affaire similaire. Je sais pas, j'ai une bêtise, hein. Mais admettons, Harry Price a enquêté sur Annabelle, ce serait cool de voir aussi du coup quelles ont été les conclusions des Warren sur Annabelle. Là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Je sais pas s'il y a eu des affaires comme ça conjointes, si on peut dire, mais je trouve aussi intéressant d'aborder le côté rationnel, parce que il faut tout dans notre monde, et certains vont croire à la spiritualité, à la démonologie. Vous voyez, moi, quand je vois cette histoire-là, le cas d'Eleanor, j'ai tendance à me dire que la science peut pas tout expliquer, donc effectivement, il y a peut-être ce truc du démon. Après, est-ce que l'histoire du démon vient vraiment, parce que de base, toute cette histoire vient du fait qu'elle a chopé des pièces sur le trajet pour aller chez ses grands-parents. Et ça me paraît un peu gros. Donc est-ce que vraiment on a affaire à un démon, ou alors est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'explicable scientifiquement avec, on va dire, l'esprit d'Eleanor qui lui a joué des tours? Ça, vous me le direz. Je pense que les conclusions qu'on peut avoir là sont libres à chacun. Avant qu'on pousse la porte de cette bâtisse, qui était Henry Howard Holmes? Né le 16 mai 1860, c'était un jeune garçon qui, comme beaucoup de tueurs, a vécu dans un environnement familial assez complexe, avec un père porté sur la boisson, violent, et une mère très croyante et très pratiquante, qui avait la fâcheuse tendance à fermer les yeux sur les abus du père. Et malheureusement, ce n'est pas en quittant l'environnement familial que le jeune garçon pouvait trouver du réconfort. À l'école, il était également la cible de moqueries, de la part de ses camarades qui n'hésitaient pas à jouer avec ses peurs. Effectivement, pour la bonne blague, ses camarades l'ont forcé à voir et à toucher un squelette, un vrai squelette, parce que le jeune Holmes en était effrayé. En tout cas, il pensait l'être. Vous me direz que c'est un comble pour un tueur en série. Sauf que, étonnamment, le résultat n'a pas été celui escompté. Plutôt que d'être terrifié par le squelette, Holmes s'en est vu plutôt fasciné. Il était fasciné par ce qu'il voyait, mais au-delà de ça, il était fasciné par la mort elle-même. C'est une fascination qu'il va développer ensuite avec le temps, notamment en torturant parfois jusqu'à ce que mort s'en suive des animaux. Pour pouvoir se rapprocher encore plus de ce qui le fascinait tant, Holmes s'est consacré au domaine de la vie. J'entends par là la médecine. Il a fait des études en ce sens, et en grandissant, il s'est vu atteint d'un autre vice, la cupidité. Alors qu'il était en train de faire ses études, il volait des corps dans les laboratoires pour les défigurer, et ainsi faire passer des morts qui étaient normalement naturelles pour des accidents, et ainsi toucher des assurances-vie. Une fois diplômé, officiellement dans le domaine de la médecine, la cupidité de Holmes, elle, ne s'est pas dissipée. Il s'est lancé dans quelques arnaques, avant de se plonger dans ce pourquoi il a été formé, c'est-à-dire le domaine pharmaceutique. Notre homme se lance non pas dans une double vie, mais dans un nombre quasiment incalculable de vies différentes. Il s'est marié plusieurs fois, sans avoir divorcé au préalable, et sans d'ailleurs que ces différentes femmes ne soient au courant de l'existence des autres. Il continue encore ses arnaques, sous des noms différents. Et c'est là qu'on va assister petit à petit à la création de sa maison de la mort. Parce que comme vous pouvez le constater, pour le moment,
Le seul vice que Holmes peut avoir, c'est la cupidité. Mais sa fascination pour la mort ne s'est pas amoindrie avec le temps, loin de là. Pour le moment, avec ses arnaques, c'est son amour pour l'argent qu'il arrive à combler, mais pas encore celui pour la mort. Alors qu'il est en visite à Chicago, notre bon médecin passe devant une pharmacie qui ne paye en soi pas de mine. Un homme et sa femme gèrent leur affaire tranquillement, et Holmes va se présenter à eux pour prétendre à un poste d'assistant. Il est engagé, et à un moment donné, le propriétaire décède des suites d'un cancer. Holmes se retrouve donc avec la femme de feu, le propriétaire de la pharmacie. Holmes se fait vraiment très bonne impression. La femme qui gère maintenant la pharmacie l'apprécie énormément parce que notre bon médecin a une très bonne gestion du business. Il rend les affaires tellement fructueuses que, voyant cela, la femme qui elle n'avait pas forcément de connaissances dans le domaine parce que c'était son mari qui était médecin, eh bien accepte de lui vendre la bâtisse. Et vous vous doutez bien qu'acheter quelque chose de la sorte, ça ne se fait pas cash. Tu viens pas avec ton petit billet de 5 € et hop, la bâtisse est à toi. Ça prend un certain temps et ça demande également pas mal de finances. Et généralement, ce qu'on peut faire à notre époque, ce sont des prêts pour payer cash le montant et ensuite on rembourse le prêt par mensualité. Et bien dans ce contexte-là, c'était à peu près la même chose. Holmes ne comptait pas payer la bâtisse d'un coup, il n'avait pas les moyens, mais par contre, avec une affaire fructueuse comme il l'a développée, il pouvait faire des paiements en plusieurs fois. Mais à un moment donné, il y a eu un couac. Holmes a tout bonnement arrêté de payer les traites qu'il devait à la femme qui lui a vendu la bâtisse. Cette femme, mécontente, a engagé des poursuites judiciaires à son encontre, et mystérieusement, très rapidement après, elle n'a plus donné aucun signe de vie. Évidemment, toute cette affaire est au bénéfice de Holmes, donc vous devez certainement avoir une idée de ce qui a pu se passer. On retrouve donc à Holmes maintenant sans dette, aux commandes d'une affaire florissante, et notre cher ami, qui n'est pas notre ami tant que ça, en tout cas on ne le souhaiterait pas, prend une décision. Il voit plus grand, il décide d'acquérir un terrain qui se trouve en face de la pharmacie. Il y fait construire une bâtisse de 3 étages. Une bâtisse tellement imposante que les locaux n'appellent pas ça une maison, ils appellent ça un château. C'était un bâtiment qui dénotait quand même pas mal de l'architecture de la ville. Généralement, on pouvait apercevoir ce genre de bâtiment un peu plus en recul de la ville. Donc c'était quelque chose qui attirait naturellement les regards. Ce qui va bien sûr, dans le temps, avantager grandement Holmes dans le fait d'avoir de nouvelles victimes. Maintenant que le château de la mort a été construit, laissez-moi vous inviter à l'intérieur. Mais attention, généralement ceux qui entrent dans cette maison sans fin n'en ressortent jamais. Le rez-de-chaussée est consacré à la vitrine sociale de Holmes. Rien de dramatique, rien de creepy, rien d'horreur. Une pharmacie et quelques commerces. De quoi cacher les réelles activités de ce bon docteur qui se dissimule en réalité aux étages supérieurs. On a des escaliers menant nulle part, des pièces labyrinthiques, des trappes, des portes menant vers l'extérieur et des fenêtres donnant sur un mur de briques, des salles d'observation avec des miroirs sans teint, des pièces non éclairées. Tellement de pièces qui n'ont pas leur place en soi dans une maison et qui vont permettre à Holmes de s'amuser avec ses victimes. La construction d'une telle bâtisse aurait pu attiser les curiosités, mais Holmes s'est assuré que ce ne soit pas le cas, en faisant appel à divers constructeurs pour construire telle ou telle partie de la maison. Par exemple, un constructeur a construit le rez-de-chaussée à gauche, le premier étage à droite, donc personne ne savait réellement ce qu'il construisait. En plus de ça, les constructeurs n'avaient pas les plans de toute la bâtisse. Une seule personne connaissait réellement la disposition de la maison, c'était Holmes. Nombreuses sont les victimes qui ont apporté les couloirs de cette maison de la mort. Aucune n'en est sortie vivante. D'ailleurs, nous ne savons pas avec exactitude combien de personnes sont décédées en ces lieux. On ne peut qu'avoir un chiffre qu'on a estimé à une centaine de personnes. Mettons-nous maintenant dans la peau d'un visiteur. Un visiteur que Holmes avait prévu de tuer. Ça pourrait être l'un de ses amours, quelqu'un qui cherchait un toit pour la nuit, un domestique. Vous avez le choix de qui vous voulez être. Sachez que Holmes, lui, ne faisait aucune distinction sur la qualité de ses victimes. Holmes, un homme charmant bien sous tout rapport, vous invite à passer la nuit. Vous êtes en recherche d'un toit, il fait froid dehors, et on dirait bien qu'il va pleuvoir. Donc cette offre tombe vraiment à point nommé. Holmes vous invite dans sa demeure, vous passez par les commerces qui composent le rez-de-chaussée. Il y a peu de monde, et il vous dirige vers un escalier. Il vous arrête avant de passer aux étages supérieurs pour vous questionner sur votre assurance vie. Vous répondez à votre hôte, et ensuite il vous invite à gravir les escaliers. Vous l'entendez, vous suivre, et il vous demande de pousser la porte qui se trouve juste devant vous. Une fois la porte passée, vous entendez un claquement qui vous fait vous retourner. Vous êtes seul dans cette pièce, une pièce sombre, sans éclairage. Là, vous commencez à vous demander ce qu'il se passe, et à peine vous commencez à paniquer.
vous sentez une légère odeur piquer vos narines. Vous commencez à perdre connaissance pour ne jamais vous réveiller. Vous êtes tombé dans le piège de Holmes, et cela vous a coûté la vie. Il a propagé un gaz dans la pièce où vous étiez, qui vous a asphyxié, et ensuite il a jeté votre corps au travers d'une trappe. Il est maintenant prêt à récidiver avec une nouvelle victime. Voilà par exemple l'un des nombreux scénarios qui pouvaient se jouer dans ce château de la mort. Vous pouvez vous considérer chanceux. Ce scénario-là n'incluait pas la torture, la mutilation, ou l'enfermement dans un coffre-fort, où la victime voit sa vie la quitter lentement, à chaque respiration. Après vous avoir assassiné, Holmes va procéder à toutes les démarches nécessaires pour pouvoir toucher votre assurance vie. Vous voyez qu'on a affaire à un homme cruel, méthodique. On pourrait se demander si un jour il a été arrêté. Eh bien oui, il a été arrêté à un moment donné, mais pas pour les raisons que vous croyez. Pour vous dire les choses très simplement, il n'a jamais été inquiété pour toutes les personnes qu'il a assassinées dans son domicile. Car vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais ses activités au sein de son château de la mort ne constituaient qu'un fragment de son activité criminelle. En effet, comme d'autres tueurs, il opérait également sur d'autres terrains, et c'est d'ailleurs là qu'il s'est fait prendre. Suite à un énième mariage, Holmes est parti en lune de miel, où il a acheté des chevaux à l'aide de faux documents. Il a été arrêté à cause de cela. Sa nouvelle femme a payé sa caution, mais maintenant Holmes se retrouve dans une situation délicate. Effectivement, sa caution ayant coûté pas mal d'argent, il se retrouve ruiné. Et qu'est-ce que Holmes sait le mieux faire pour retrouver une certaine fortune? Des arnaques. Il va donc mettre en place une énorme arnaque. C'est ce qu'il va faire avec un complice, plusieurs même, mais l'un va être très important, qui s'appelle Benjamin. Le plan est très simple. Benjamin doit souscrire à une assurance vie qui va rapporter très gros, et ensuite il va devoir simuler sa mort dans une explosion. Holmes va ensuite aller reconnaître le corps qui ne sera pas Benjamin, pour dire qu'en fait c'était bien lui, et ensuite il va toucher l'assurance vie qui sera redispatchée entre Benjamin, la femme de Benjamin, quelqu'un qui va aider à l'arnaque du nom de Marion, qui est un homme, et Holmes en personne. On a donc 4 personnes qui sont au courant de cette arnaque, de grande envergure. Sauf qu'il y a un détail dont seul Holmes a connaissance, c'est que lui ne compte pas mettre une autre personne dans l'explosion et compte réellement assassiner Benjamin. Donc il va enlever une personne dans l'arnaque, il va augmenter sa part du butin, mais personne d'autre n'est au courant. Tout se passe comme prévu, sauf pour Benjamin qui lui est réellement mort. Holmes se présente ensuite pour aller reconnaître le corps, parce que le corps est assez défiguré. Vous imaginez bien qu'un corps pris dans une explosion ne reste pas intact, sauf que là il va faire face à une certaine surprise. Un des enfants de Benjamin, Alice, se présente également pour la reconnaissance du corps. D'un côté c'est une aubaine pour Holmes, parce que elle reconnaît effectivement son père, Holmes également, donc ce côté-là de la conspiration fonctionne. Mais ce qui est problématique, c'est que la femme de Benjamin, elle, pense que son mari est toujours en vie. Donc il ne faut absolument pas que Alice, la fille de l'homme mort, ainsi que sa femme, ne se rendent compte, sinon ça pourrait mettre à mal la conspiration qui a été mise en place. Rapidement, il décide de monter un plan. Il va envoyer la femme de Benjamin à New York et lui dire que c'est là-bas que son mari l'attend, et il va partir avec les 3 enfants de Benjamin, dont Alice. Il va donner comme élément de persuasion que c'est pour ne pas être repéré facilement. Ils vont faire un voyage en 2 parties, la femme partira en première et Holmes avec les enfants les rejoindra un peu plus tard, avec un trajet différent. Holmes n'avait bien sûr pas l'intention de ramener ses enfants, ce qu'il a fait c'est qu'il les a tous les 3 assassinés. Ils étaient âgés de 8 à 14 ans, Holmes n'a eu aucune pitié. Il y a une personne dans cette arnaque dont on n'a pas encore vraiment parlé. Ce conspirateur c'est Marion. Il va dénoncer Holmes parce qu'il est en colère, parce qu'il s'est fait lui-même duper par notre médecin, parce que Holmes ne lui a jamais transmis sa part du butin. Donc Holmes a été arrêté. On a analysé un petit peu le parcours qu'il avait fait, et on a retrouvé le corps des 3 enfants qu'il a assassinés. Il a été jugé pour cela, condamné à la pendaison. Son dernier souhait a été d'être enterré dans du béton, pour éviter que des personnes en colère ne mutilent son corps alors qu'il est décédé, ne le souillent, alors que lui-même n'avait aucun scrupule à le faire, à ses victimes dans son château de la mort. Il y a eu beaucoup d'enquêtes vis-à-vis de ce médecin, notamment sur le fait qu'on voulait savoir s'il avait commis d'autres meurtres, mais malheureusement, les horreurs qui se sont passées dans son château demeurent encore mystérieuses. Effectivement, la bâtisse a pris feu, mystérieusement, n'en laissant que des débris. Tout ce qu'on sait sur Holmes vient de sa propre bouche, parce qu'il se trouve que parfois, il avouait tout ce qu'il avait fait,
parfois il revenait sur sa parole, à d'autres occasions il disait être possédé par le diable, donc on n'a jamais su réellement démêler le vrai du faux de son histoire macabre. Ses descendants ont également une affirmation supplémentaire sur la vie de notre tueur. Pour eux, il est clair, ils ont apparemment toutes les preuves en leur possession que Henry Howard Holmes était également le tueur le plus mystérieux de notre histoire, Jack l'Éventreur. Malheureusement, c'est l'un des nombreux secrets que Holmes a emporté avec lui dans sa tombe. Il y aurait une lettre, écrite par une bonne sœur, qui, selon elle, lui aurait été dictée par une légion de démons dirigée par Satan en personne. Je vous passe vite fait un extrait de cette lettre. Oui, vous n'y comprenez rien. Il y a plusieurs symboles, on ne sait pas quelles sont leurs significations, mais voilà ce qu'on sait concernant cette histoire. La bonne sœur est une femme qui est née en 1645. Elle est née sous le nom d'Isabella Tomassi, et elle a pris plus tard le nom de Maria Crocifissa della Concezione. Mon italien est pourri. C'est 15 ans après sa naissance qu'elle est rentrée dans un couvent en Sicile, et là-bas, elle a prétendu une chose assez incroyable, et quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec la religion qui était pratiquée au couvent. Elle disait que le diable l'a poussée à le servir, lui, plutôt que Dieu. De temps en temps, elle criait, elle s'évanouissait devant l'autel, et la nuit du 11 août 1676, on dit qu'elle s'est retrouvée harcelée par une horde de démons qui voulait qu'elle écrive un message. Le message, c'est celui que je vous ai passé, la fameuse lettre, et vous vous demandez peut-être ce que ce message indique. Ce serait très frustrant que je vous dise qu'on n'en sait rien. Mais vous inquiétez pas, je suis comme vous, j'aime pas être frustré de ce genre de choses. Et ça tombe bien, parce que des personnes ont réussi à décrire ce fameux message. Il y aurait marqué, en gros, je ne vais pas vous lire le message ligne par ligne, mais je vais vous dire ce qu'il voulait dire. Ce message servait à demander à Dieu d'arrêter d'accorder aux hommes, et ça de manière illimitée si on peut dire, sa miséricorde et sa pitié. En gros, les démons en ont marre que les hommes soient pardonnés par Dieu à chaque fois. Peut-être que si vraiment on se plonge un maximum dans tout ça, le fait que les hommes soient pardonnés par Dieu, ça ne les envoie pas en enfer. Vu qu'ils sont pardonnés, ils sont absous de leurs péchés, ils sont envoyés au paradis. Et forcément, les démons, eux, ils sont en enfer, ils veulent de la chair fraîche, et si Dieu leur enlève à chaque fois, d'où le fait qu'ils soient hop, venus à la surface, aller embêter une bonne sœur pour faire passer un message à Dieu. Et c'est vrai que pour faire passer un message à quelqu'un, quoi de mieux que de s'attaquer à une bonne sœur ou à un prêtre. Après avoir écrit ce message, et avoir quand même lutté, les démons ont frappé la bonne sœur avec un encrier en bronze, et apparemment, enfin selon ce que les personnes religieuses pensent, Dieu est intervenu pour la sauver parce que sinon, sous de tels coups, elle serait forcément décédée. Au final, elle s'est évanouie, si effectivement elle a été rouée de coups, on peut le comprendre, et c'est tout petit matin qu'elle a été retrouvée. Elle était assise sur le sol d'une pièce, elle avait une respiration assez amochée. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, mais si jamais vous êtes enrhumé, vous avez un peu les poumons obstrués, quand vous respirez, ça fait un petit sifflement. C'est la respiration que la bonne sœur avait. La moitié gauche de son visage ainsi que ses genoux étaient tachés d'encre noire, comme si on lui avait renversé un encrier dessus. Dans sa main droite, elle avait la fameuse lettre qu'elle avait rédigée, qui était en réalité un mélange de grec, d'alphabet cyrillique, mais également d'une langue inconnue. De ce qu'on dit, les démons voulaient que la bonne sœur signe cette lettre de son nom pour faire croire que c'est elle qui était à l'origine de la lettre, mais elle a réussi à se débattre dans un sens par rapport à tout ça, et elle n'a pas signé de son nom, elle a juste marqué « hélas », comme si elle voulait se dédouaner de ce qui avait été écrit. Apparemment, la bonne sœur a été tourmentée à d'autres occasions par des démons pour rédiger d'autres lettres, parce que la lettre qu'elle avait rédigée premièrement, elle ne l'avait pas transmise à Dieu. De quelle manière, je ne sais pas, je suis pas sûr que Dieu ait une boîte postale, mais en tout cas, elle ne lui a pas communiqué, je sais pas, dans une prière ou quelque chose de la sorte. Donc les démons étaient certainement très mécontents. Finalement, tous les autres messages, car on sait que la bonne sœur a reçu d'autres messages de la part des démons, sont inconnus, parce qu'elle ne les a jamais rédigés, elle a toujours résisté, donc elle les a clairement emportés dans sa tombe. Est-ce que sa mort serait due à l'intervention des démons? On ne sait pas, parce que apparemment, selon ce que disait la bonne sœur, quand elle a parlé de son expérience à d'autres personnes du couvent, elle a dit que si elle ne se pliait pas à la volonté des démons, ils lui ont dit qu'elle serait sévèrement punie. Et quelle pire punition que la mort. Cette fameuse lettre, la lettre du diable si on veut, adressée à Dieu, a été conservée, l'original est conservé, dans le monastère de Palma de Lichtenberg. Il se trouve que pendant des siècles, parce que cette lettre a été rédigée au XVIIe, a été décortiquée par des experts. Et c'est pas il y a si longtemps que
des experts, à l'aide d'un logiciel, ont réussi à décrypter tout ça. Pas un truc officiel, un truc qu'ils sont allés chercher sur le dark web. C'était en 2015, je sais que dit comme ça, on a l'impression d'avoir une histoire totalement farfelue. Grâce à ce logiciel, ils ont réussi à décoder les différents codes utilisés dans la lettre, et après un petit peu de recherche, ils se sont rendus compte qu'en fait, chaque alphabet utilisé était un alphabet qui était maîtrisé par des gens qui étaient connus comme des adorateurs du diable. C'est-à-dire l'alphabet grec, l'alphabet latin, des runes d'anciens peuples germaniques, l'alphabet yézidi, connais pas. Et apparemment cet alphabet-là était un alphabet connu pour être utilisé par des adorateurs du diable dans une certaine partie du monde. Certains restent dubitatifs vis-à-vis de ces événements. Quelqu'un, un expert concernant cette histoire, dit que la bonne sœur a totalement inventé la lettre, parce qu'elle connaissait plusieurs alphabets, donc elle a inventé une lettre en mélangeant divers caractères de chaque alphabet, et elle aurait même inventé son propre code. D'autres lignes ont été décortiquées concernant cette lettre. Il y a ce que je vous ai dit un peu avant, mais il y aurait d'autres éléments. Les experts n'ont pas réussi à décrypter mot pour mot la lettre, mais ils ont réussi à décrypter un peu le sens. Ça parle de Dieu, de Satan, du Styx, et en gros ce qui semble être dit c'est que les hommes ont inventé Dieu, mais après ce qui est assez étrange c'est qu'il y a des choses contradictoires. La lettre dit que l'homme a inventé Dieu, mais après il y est écrit Dieu pense qu'il peut libérer les mortels alors que ce n'est pas possible, parce que Dieu suit les coutumes fixées par les hommes. C'est bizarre, d'un côté tu dis que c'est une invention des hommes, après tu dis qu'en fait il a quand même une certaine présence, un certain pouvoir. Satan, faut savoir ce que tu veux. La conclusion sur cette affaire-là, l'affaire de la lettre de Satan. Soit on peut penser qu'effectivement une armée de démons a dicté le contenu de la lettre à la bonne sœur. De toute manière le choix est vôtre, mais l'avis qui semble un petit peu prédominer sur cette affaire, c'est que c'est la bonne sœur qui a tout inventé. Elle semblait souffrir d'une certaine forme de schizophrénie, ce qui lui a fait imaginer des dialogues avec les démons, et même le diable, et c'est d'elle-même qu'elle aurait rédigé la fameuse lettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien qu'on connaisse approximativement le contenu de la lettre, la vérité derrière cette affaire, elle, est plus malléable. Chacun peut s'en faire son propre avis. C'est pas quelque chose qui a eu un impact majeur sur le satanisme ou sur la religion, ça n'a pas déclenché des trucs affreux derrière, ça reste un mystère. Ce qui a déclenché cette affaire, c'est simplement du mystère. Je trouvais que c'était une affaire intéressante parce que dès que ça parle un petit peu du diable, ce genre de choses, je sais pas, c'est le genre de sujet que j'aime bien. Attention, je ne suis pas sataniste, je ne pratique pas des rituels occultes chez moi, je le fais dans ma cave. Mais je trouvais ça cool, je trouvais ça assez intéressant de voir ça parce que d'un côté, tout ce qui touche à Dieu et au diable, c'est quelque chose d'assez commun, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Le diable, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui inconsciemment peut nous terrifier, sauf pour ceux qui regardent la série Lucifer. Je pense pas que ce soit de l'horreur que vous ayez en pensant au diable à ce moment-là. Mais, en général, quand on parle d'anciens écrits, d'anciennes histoires, là, c'est quelque chose d'assez mystérieux. En plus, cette affaire se passant au XVIIe siècle, on a très peu de connaissances scientifiques, c'est-à-dire que tout ce qui concerne par exemple les maladies, et surtout les maladies mentales, eh bien je pense qu'on est à côté de la plaque, donc je pense qu'à cette époque on ne décelait pas forcément de la schizophrénie. Donc si la bonne sœur en était atteinte, eh bien rapidement, et je crois qu'il y a beaucoup de cas à l'époque, de trucs comme ça, où dès que tu as une pensée ou un comportement un peu différent de la normalité qui est définie, tu es considéré comme fou, comme possédé, ce genre de choses. J'ai plein d'exemples en tête, mais je vais pas les aborder là parce que c'est pas le sujet du tout de la vidéo. En tout cas, on passe à l'affaire suivante. Là, je vais vous parler d'Andreas Báthory. Ce nom ne vous évoque peut-être rien du tout. Eh bien, il vous parlera une fois que vous aurez vu la vidéo, ce qui est logique. C'est un homme qui se prétend être un vrai vampire, mais pas n'importe quel vrai vampire. Il a élu domicile sur les terres du château de Bran, le château de Dracula. Oui, vous voyez venir le truc. Andreas Báthory dit qu'une fois en rêve, il a reçu une visite de Dracula, mais pas Dracula tel qu'on l'imagine dans la culture populaire, le vrai Dracula. Si vous ne le saviez pas, celui qui est considéré comme le vrai Dracula, c'est Vlad l'Empaleur. Vlad Tepes, de son vrai nom je crois. Je suis pas sûr de la prononciation, mais j'ai fait mes petites recherches. Voilà ce que dit Andreas concernant la visite de Vlad l'Empaleur dans son rêve. Il dit: il est venu me rendre visite il y a 4 ans. Il était dans une pièce sombre et il m'appelait mon fils. Je ne crois pas être un descendant naturel de Vlad Tepes, mais il m'a choisi pour transmettre son héritage. Son héritage, son message et ses traditions à la nouvelle génération. Après s'être réveillé, et assez chamboulé par ce rêve, il s'est rendu là où Vlad l'Empaleur est décédé, et il a fait une offrande. Et là il aura entendu une voix, comme dans un écho qui lui a dit: ta vie va maintenant changer pour toujours. Effectivement, sa vie a changé.
Ce jeune homme, qui avait une vie totalement classique, il était d'un côté psychologue et également créateur de mode, a été élu dirigeant du clan de l'Ordo Dracul. C'est un groupe qui a été formé après la mort de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, qui daterait depuis un bon moment, le 15e siècle. Peut-être que vous vous posez une petite question du coup. Si maintenant cet homme se prétend être un vampire, c'est est-ce qu'il boit du sang? Oui, il en boit. Alors non, pas de la manière que vous imaginez, il saute pas dans le cou de personne et il leur suce pas le sang avec 2 crocs. En fait d'ailleurs, tous les membres de ce fameux clan boivent du sang, mais ils ne partent pas en chasse. Il y a des personnes, qu'ils appellent les cygnes noirs, qui leur donnent leur sang gracieusement. Donc imaginez, je sais que pour certains ça peut sembler aberrant, mais déjà il y a des gens qui boivent du sang, humain, mais il y en a d'autres qui acceptent de donner leur sang pour qu'il soit bu par d'autres personnes. Et apparemment, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que tellement de personnes proposent de donner son sang pour qu'il soit bu que Andreas n'a jamais eu besoin à chercher quelqu'un qui était d'accord pour qu'on boive son sang. Voilà ce qu'il dit, d'ailleurs, ça peut vous étonner. Hein. Nous ne nous nourrissons que de donneurs consensuels. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui s'offrent librement à vous si vous leur faites savoir que vous êtes un vampire. Croyez-le ou non, je ne demande jamais, et peu d'entre nous doivent le faire. Les gens s'offrent à nous de leur plein gré. Ils cherchent à comprendre les vampires et leur énergie. Il y a des risques pour la santé, mais pas plus que de traverser la rue. Nous prenons des mesures pour que la transaction soit sans danger. Voyez vous-même qu'apparemment, c'est fait de manière totalement consentie. Notre ami Andreas, bon, je suis pas sûr que vous voulez qu'il soit votre ami, mais lui est quelqu'un d'assez solitaire. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui se prétendent être vampires. Et pour lui, ceux qui se prétendent l'être, et qui ne font pas forcément partie de ce fameux clan dont il est membre, et d'ailleurs dont il est même dirigeant, et bien pour eux, ce sont des usurpateurs, et du coup ils les évitent comme la peste. Je garde mes distances avec la communauté moderne de vampires en ligne. Nous préservons les traditions depuis plus de 600 ans. Les pratiques sexuelles des membres de cette communauté vont à l'encontre de la nature de l'existence du moi supérieur du vampire. Le vampire ne pratique pas la déviance sexuelle, le fétichisme du sang, ou le bondage sadomasochiste. Telle n'est pas la voie du vampire. Sur ça, je ne peux que le rejoindre qu'il y a effectivement beaucoup de sectes, même autres que des sectes de vampires, hein, des sectes juste qui font qu'il y a une communauté qui se rassemble. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo où je parlais brièvement de certaines sectes, où en fait, l'objectif premier des membres de la secte, de ceux qui la dirigent, c'est d'abuser, soit psychologiquement, soit physiquement, soit sexuellement, des membres qui viennent d'intégrer la secte. Parfois même, dans les coutumes de certaines sectes, les membres qui vont arriver, en guise de preuve de leur engagement envers la secte, doivent donner leurs enfants, et pas donner en mode je vais m'en occuper, aux membres supérieurs de la secte pour qu'ils puissent abuser d'eux. Effectivement, ça va très loin parfois, vraiment, et c'est très malsain. Revenons sur notre vampire. Andreas dort parfois dans un cercueil, quand il souhaite se connecter aux morts, mais c'était pas là qu'il passe toutes ses nuits, ou ses journées, ça dépend s'il vit la nuit, et il est assez ouvert, c'est un vampire 2.0, sur son mode de vie. Avec les membres de son clan, il parle totalement librement à des personnes qui n'en font pas partie du fait qu'il a soif de sang. Comme toi tu pourrais dire je me ferais bien un coca, lui il va te dire je me ferais bien une petite gorgée de sang. Évidemment, il est regardé d'un œil assez étrange par les personnes qui ne sont pas du tout habituées à sa présence. Il le comprend, d'où le fait qu'il ait tendance à préférer être en solitaire. Et là on va rentrer dans le domaine un peu farfelu du sujet. Il dit qu'il a beaucoup d'ennemis, qui sont certainement jaloux de lui, qu'il ne pensait pas, si on lui avait raconté tout ça il y a 10 ans, qu'il deviendrait ce qu'il est devenu, et que même si des gens étaient dubitatifs par rapport à sa condition, que si on était confronté à ses pouvoirs, là, on serait totalement convaincu. Ouais. Apparemment, monsieur a des pouvoirs. Est-ce que mes réactions en voyant tout ça vous laissent comprendre que je suis un petit peu dubitatif sur la question? Je ne juge pas, mais j'ai tendance à être assez cartésien et à croire que ce que je vois, donc tant qu'il se transforme pas en chauve-souris devant moi, non, ça prend pas. Pendant que j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur quelques photos concernant la vie d'Andrea et j'ai vu quelque chose qui m'a clairement dégoûté. Ça je vous le montrerai pas, ou peut-être que je vais le flouter parce que je trouve que c'est assez dégueulasse. C'était en fait il avait une coupe de champagne, sauf qu'à l'intérieur vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de champagne, il y avait du sang. Et je sais pas, je trouve ça écœurant. Je serais un mauvais vampire je pense. Et voilà. La première histoire concerne une jeune fille qui s'appelle Cindy. Elle avait 28 ans et elle nous dit qu'elle vivait dans le même appartement depuis 4 ans. Dans l'appartement qui se trouve juste au-dessus d'elle, au-dessus du sien, il y a un couple qui a à peu près la trentaine d'années
qui vit ici depuis à peu près 3 ans. Tout se passait très bien, mais elle a commencé à remarquer des choses étranges pendant les 6 mois avant qu'elle poste son histoire sur Reddit. Elle a remarqué un changement dans leur comportement. Au début, c'était simplement anodin. Elle entendait de la musique assez forte émaner de leur appartement à quelques occasions. Ce qu'elle entendait, c'était une musique et des bruits comme si en soi ses voisins sautaient. Ce que s'est dit Cindy à ce moment-là, c'est que ses voisins avaient peut-être acheté de l'équipement sportif et du coup c'était ce son-là qu'elle entendait. Mais au bout d'un moment, les sauts de ses voisins étaient si forts, si violents que les lumières qu'elle avait au plafond bougeaient, ce qui peut être assez désagréable au bout d'un moment. En plus de ça, cette fameuse routine sportive, selon elle, a commencé à évoluer d'une manière assez dérangeante. Au début, c'était quelques fois seulement par semaine, maintenant c'est quasiment tous les jours. Et en plus de ça, toujours sur le même créneau horaire, entre 8h et 10h. En plus de ça, elle remarque autre chose. Elle remarque que ses voisins se débarrassent de pas mal d'objets, pas forcément des objets de valeur, mais des beaux objets aux encombrants. Néanmoins, Cindy se dit: ça me regarde pas, c'est pas mes affaires, donc elle se dit, il faut que j'arrête d'y prêter attention. Le temps passe et on est maintenant 3 semaines avant la publication sur Reddit. Là, elle nous dit que tout a dégénéré. Elle dit que plusieurs fois par semaine, et notamment pendant les heures de travail, la journée, eh bien ses voisins semblent organiser des fêtes qu'elle catégorise comme étant similaires au Burning Man. C'est vraiment une très grosse fête, une énorme fête, donc c'est-à-dire alcool, substances, de quoi en tout cas, si tu as un appartement, déranger pas mal le voisinage. D'ailleurs, Cindy qui est chez elle dit que la musique est si forte qu'elle a l'impression qu'il y a un concert dans son salon. Et vous savez, le truc là, des sauts où la lumière sur son plafond bouge, etc. Du coup, c'est encore amplifié parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas que le couple qui fait ça, il y a, elle ne sait pas combien de personnes qui le font. Donc évidemment que ça fout un certain bordel. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est pas de la musique pop qu'elle entend, c'est pas de la musique rock. Ce qu'elle entend, c'est une sorte de musique spirituelle où il y a une voix d'homme qui dit: renommez-vous, abandonnez-vous, relaxez-vous. Enfin, c'est assez étrange de faire une fête sur ce genre de musique. Cindy a filmé et a enregistré également ce qui se passait au cas où que, eh bien, on lui refasse tomber la faute sur elle. Comme ça, elle a des preuves pour dire non, c'est pas moi, c'est les voisins. Et là où ça va devenir plus problématique, c'est qu'il se trouve que ces fameux voisins qui organisent maintenant des fêtes ont un patio privé qui se trouve juste au-dessus de la chambre de Cindy. Et dans sa chambre, tout ce remue-ménage a fait que une partie du plafond a commencé légèrement à s'effondrer. Immédiatement, en voyant cela, Cindy a appelé son propriétaire qui est passé voir. Il était assez choqué et énervé, et lui aurait des informations un petit peu sur ce qui se passe au-dessus. Il a dit que la femme du couple travaillait avec des personnes. Il a des informations parce que lui, de son appartement, a une vue directe sur l'appartement des fameux voisins. Et il a vu certaines choses. Apparemment, il y a des sortes d'ateliers qui se font dans cet appartement. Il a vu les gens danser, sauter, faire des sortes de rituels. Il y avait des trucs faits avec de la terre, et en fait il pense que c'est l'utilisation pour ces ateliers qui a fait que ça s'est infiltré dans le plafond de Cindy et que ça a causé justement ces petits effondrements. Le proprio a dit: je vais gérer le truc, je vais aller leur parler. Il y allait directement et Cindy, de son appartement, elle entendait un petit peu la conversation. Elle entendait que la femme du couple était sur la défensive. Rien en soi de choquant, mais quand le propriétaire est revenu voir Cindy pour l'informer un petit peu de l'avancée des choses, il lui a dit que peut-être la femme voudrait venir dans son appartement pour constater elle-même les dommages, mais il lui dit: je vais vous donner un conseil, ne la laissez pas entrer. Bizarre comme conseil à donner. Peut-être que le propriétaire a vu quelque chose ou compris quelque chose concernant cette femme qui justifierait le fait de ne pas la laisser entrer. Cindy, elle voyait pas de problème, elle se disait mais pourquoi, ce serait plutôt légitime quand même, mais elle se dit pourquoi pas. Et après que le propriétaire soit parti, elle entend que les voisins de l'étage remettent leur musique d'une manière très forte, comme si en soi ils disaient: meuf, tu nous balances ou quoi que ce soit, on va continuer à t'embêter. Agacée, Cindy rappelle son propriétaire, elle dit qu'elle a des preuves concernant un petit peu les activités de ce couple, des enregistrements, les fameux enregistrements qu'elle avait pris. Le propriétaire dit: super, envoyez ça à la copropriété, parce que le propriétaire, clairement son intention en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est de faire expulser les fameux voisins. Cindy est un peu mal à l'aise avec ça, mais elle se dit d'un côté, je préfère être du côté de la copropriété parce que c'est eux qui gèrent mon appartement et le loyer, plutôt que d'être du côté de ceux qui posent problème.
Peu de temps après, alors que Cindy sortait faire ses courses, elle a vu la femme du couple de voisins d'au-dessus qui était sur le trottoir d'en face de son immeuble et qui la regardait passer, silencieusement, sans rien faire. Cindy s'est dit « Moi j'ai rien fait de mal, je continue ma route ». Et elle est rentrée ensuite chez elle tranquillement. Mais une autre fois, alors qu'elle retournait aller acheter un petit truc, cette fois-ci il n'y avait pas que la femme sur le trottoir, il y avait l'homme également. Le couple était présent. Et ce qui était surprenant pour Cindy, c'est que ça ressemblait vraiment à une sorte d'embuscade dans le sens où dès qu'elle est sortie de l'immeuble, le couple lui est tombé dessus. Comme si en soi il l'attendait. Ils lui ont fait ce qu'elle décrit comme des faux sourires. Vous savez, le fameux sourire amical, mais en soi c'est pas du tout un sourire bienveillant. Et le couple commence à poser des questions à Cindy en lui demandant est-ce que votre plafond s'est vraiment effondré? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a de l'agitation? Parce que nous, de notre côté, le sol il va très bien. Mais bon, bien qu'étant certes mal à l'aise, Cindy n'a rien à se reprocher, donc elle confirme effectivement qu'il y a des dégâts chez elle. Elle reste assez polie en disant « J'espère que des travaux vont permettre de réparer le plafond, que ça va bien se passer, etc. » Et le couple semble assez satisfait des réponses de Cindy, donc ils se souhaitent mutuellement une bonne journée, et la vie continue. Cindy a juste remarqué une chose. Elle a remarqué que le couple semblait juste un petit peu nerveux concernant les travaux, comme si en soi, ils avaient peur que les personnes qui allaient faire des travaux trouvent des trucs bizarres sur leur terrasse, sur leur patio. Il se trouve que au moment du poste, les entrepreneurs ne sont pas encore passés, donc on ne sait pas directement dans l'histoire originale ce qui a été trouvé. Mais vous inquiétez pas, si je choisis cette histoire, c'est parce que Cindy nous a fait une petite mise à jour de la situation et il nous dit du coup quelle est la suite de cette histoire. Ce qu'il y avait du coup dans le sol des fameux voisins, c'était beaucoup de saleté et de la boue. Ce que Cindy conclut de tout ça, avec un peu de recherche, avec aussi la participation des membres du forum Reddit qui lui ont donné un petit peu des pistes de réflexion et tout, c'est que ces voisins font partie d'une sorte de culte. Ils organisent des événements chez eux. Cindy aurait trouvé quel était ce culte, mais elle ne nous le donne pas dans son post Reddit le nom de celui-ci. Mais c'est un culte assez étrange dans le sens où certaines cellules sont assez extrêmes. Parce qu'elles ont des rituels, des pratiques qui côtoient directement la mort. En gros, ces personnes chercheraient à recruter des personnes qui ont connu un deuil pour les accompagner dans ce processus, mais pas juste pour juste que ça aille mieux. Il y aurait un intérêt derrière. Est-ce que c'est pour abuser peut-être de la fragilité de ces personnes-là? C'est possible, mais en tout cas, Cindy n'en a aucune idée. C'est une histoire en soi dont le dénouement reste assez mystérieux. Son propriétaire, lui, veut tout faire pour réussir à expulser ces fameux voisins qui ont un comportement assez étrange. Les fameux ateliers qui ont été aperçus par le voisin et que Cindy entendait, en fait, c'était des ateliers par rapport à la mort. Enfin, on ne savait pas forcément ce qui était fait. Mais c'était rien de très sain apparemment. Je sais que c'est un peu frustrant, on n'a pas forcément masse de détails sur qui était ce couple, mais on sait juste que c'était quelque chose d'assez apparemment problématique. Cette histoire-là a été postée sur Reddit par une personne vraiment sur le tas. Sur d'autres histoires, on a des histoires qui ont été postées des années après. Donc là, par exemple, dans ce genre de circonstances, les personnes qui partagent leur histoire ont eu un peu de réflexion sur ce qui leur est arrivé, alors que là, la personne, elle a posté la mise à jour. C'est pas impossible qu'elle poste d'autres mises à jour au fur et à mesure du temps. Maintenant, on va voir l'histoire de Laurie. Elle raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle avait entre 25 et 26 ans, alors qu'elle travaillait comme chercheuse à l'université. Elle n'était pas professeure, je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas là où j'ai fait mes études, je sais qu'il y avait ça. Parfois, il y a des personnes, des chercheurs, des chercheuses dans les universités qui ne sont pas là pour enseigner, ils sont là juste pour faire progresser la recherche et publier des articles scientifiques au nom de l'université. Et vu que Laurie était assez jeune à cette période, elle pouvait facilement être confondue avec une élève. Certains jours, quand il faisait beau, Laurie préférait manger et se balader sur le terrain de l'université plutôt que de rester dans une salle. Un jour, alors qu'elle était assise sur un banc, à profiter un petit peu de l'air, un étudiant lui a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Bien que Laurie aurait préféré être assise toute seule et ne pas être dérangée, sachant qu'elle est en plus un peu timide, elle a quand même dit « bien sûr ». Le jeune étudiant a commencé à parler avec Laurie, à lui demander ce qu'elle faisait, et elle ne voulait pas trop engager la conversation, donc elle répondait sans répondre, elle n'était pas très ouverte. Et à un moment donné, quelque chose a allumé un petit signal d'alerte.
dans la tête de Laurie, c'est que le jeune étudiant a dit qu'il l'avait vu sortir d'un bâtiment. Et ce qui allume ce petit signal d'alerte dans la tête de Laurie, c'est qu'elle n'a jamais vu ce jeune étudiant. Mais elle se dit, bon, passons, il a fait beau ces derniers temps, donc c'est vrai que je suis pas mal sorti sur le terrain de l'université, ce serait pas surprenant que quelqu'un m'ait vu. C'est là que Laurie va dire qu'elle n'est pas étudiante mais qu'elle est chercheuse, et le jeune étudiant va proposer à Laurie de temps en temps de prendre un café. Laurie esquive la proposition en disant qu'elle a un petit ami, et après ça, elle se lève et elle s'en va. Elle se dit qu'elle ne reverra plus jamais ce jeune homme. On avance dans le temps, d'à peu près 2 semaines. Cindy, comme à son habitude, était assise sur un banc, tranquillement à profiter de l'air, et là, qui se présente à elle? Le même étudiant qu'elle avait vu 2 semaines plus tôt. Il y a une petite conversation qui s'ensuit, et encore une fois, ce jeune homme propose de prendre un café avec Laurie. Elle refuse encore une fois en prétextant avoir un petit ami. Cette situation-là, ça l'a saoulée un petit peu. Elle n'était pas encore angoissée vis-à-vis du jeune homme, mais elle se disait, ça fait 2 fois quand même au bout d'un moment, c'est chiant. Quelques jours plus tard, cette fois-ci, on n'est plus en plein après-midi où il fait beau, on est plutôt en fin de journée quand Laurie a fini sa journée de travail. Elle décide de rentrer chez elle, logique quand on a fini de travailler, et elle doit marcher un petit peu pour accéder à sa voiture. Elle ne s'est pas garée sur le parking de l'université parce qu'il fallait payer le stationnement, c'était un peu cher, donc Laurie préférait aller se garer sur un parking gratuit à 10 minutes à pied de l'université. Alors qu'elle est en train d'emprunter les rues plutôt calmes, jamais trop fréquentées que ce soit par des voitures ou des piétons, elle se rend compte qu'elle est suivie. C'est pas quelque chose d'alarmant en soi d'avoir quelqu'un qui est derrière soi, sauf que elle commence à se poser des questions. Parce qu'elle reconnaît évidemment qui est en train de la suivre, et elle se dit, ça pue. Elle décide donc de faire un chemin un peu bizarre pour retourner jusqu'à sa voiture, juste pour s'assurer que la personne derrière elle ne la suive pas. En gros, si la personne derrière elle prend le même chemin qu'elle, c'est sûr qu'elle est suivie, parce qu'elle fait un itinéraire trop particulier. Elle décide d'adopter une très bonne stratégie, c'est qu'elle fait comme si c'était naturel pour elle. Elle ne se retourne jamais, en fait elle a juste vu dans sa vision périphérique qu'il y avait quelqu'un, et comme ça, le fait de ne pas se retourner, ça montre qu'elle ne cherche pas à esquiver la personne qui est derrière. Ça fait plus naturel, donc si la personne derrière elle a des intentions malsaines vis-à-vis d'elle, il ne peut pas savoir que il a été cramé. Là, une scène de pseudo-course-poursuite s'ensuit. Alors qu'elle commence à se rapprocher de son véhicule et également d'une zone où il y a un peu plus de monde, elle sent que la personne derrière elle presse le pas pour essayer de la rattraper avant qu'elle arrive dans une zone beaucoup plus fréquentée. C'est là que, totalement paniquée, Laurie met sa stratégie sous le tapis et elle part en courant. Là, elle décide d'abandonner le fait d'être là en mode j'ai un comportement naturel ou quoi. Elle regarde derrière elle et elle voit qu'effectivement, il y a le fameux jeune étudiant qui est en train de la courser. Elle lui crie « Laisse-moi tranquille » et le jeune étudiant lui dit « Mais je veux juste parler ». Fort heureusement, Laurie arrive à semer son poursuivant quand elle arrive dans la zone un peu plus peuplée. Elle arrive à aller à son véhicule et à rentrer chez elle sans qu'il ne lui soit rien arrivé. Et une fois qu'elle est chez elle, elle craque. Elle sait que beaucoup de gens ont subi bien pire qu'elle, qui ont vraiment une confrontation physique avec les personnes qui pouvaient les suivre ou qui leur en voulaient, mais elle, psychologiquement, ça l'a profondément marquée. C'est là qu'elle a changé de comportement, que cette expérience a eu un impact sur sa vie parce qu'elle essayait de se garer plus proche de l'université, elle essayait de réduire le temps qu'elle avait à pied pour se rendre de l'université à son véhicule, elle commençait même à demander à un collègue de la raccompagner jusqu'à sa voiture tellement elle avait peur. Elle ne mangeait plus à l'extérieur, elle restait toujours dans son laboratoire. Donc vous voyez que ça a vraiment créé un impact sur sa vie. Elle a adapté ses habitudes par rapport à ça, ce qui est très grave, que quelqu'un puisse influencer nos vies comme ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu une dernière rencontre avec cet individu, c'est quand Laurie, après que le temps est passé un petit peu, a décidé non pas de manger dans le laboratoire, mais d'aller se chercher à manger au réfectoire, là où les étudiants mangeaient. Alors qu'elle faisait la queue, elle a entendu quelqu'un crier, mais elle sentait que ce cri lui était destiné. Attirée par ce cri, elle a regardé d'où ça venait, et encore une fois, c'était le fameux jeune étudiant bien insistant. Je tiens à signaler que, messieurs, si jamais une femme vous dit non ou qu'elle n'a pas envie de vous parler, n'insistez pas, ça sert à rien. À part créer un malaise comme dans cette situation, vaut mieux passer à autre chose, et tout le monde s'en portera bien mieux. On revient dans l'histoire pour la conclure. Laurie, cette fois-ci, un peu plus en confiance parce qu'il y avait quand même du monde, n'a pas pris de pincettes, elle a dit « laisse-moi tranquille » d'une voix assez forte, et évidemment,
ça a attiré l'attention. Tout le monde a regardé un petit peu la scène, ce qui se passait, hein, c'est naturel. Notre esprit est assez curieux quand il y a ce genre d'événements. Généralement, si jamais on entend dans la rue quelqu'un criant, on va avoir tendance à regarder ce qui se passait tout. Bah là, c'était la même chose. L'étudiant se trouvait honteux d'être affiché un peu devant tout le monde, donc il a baissé la tête et il s'est barré. Laurie a pris sa nourriture et elle est repartie à son laboratoire. Et depuis, elle fait très attention à son environnement, c'est-à-dire à voir si elle n'est pas suivie, s'il n'y a pas de danger, chose qu'elle ne faisait pas forcément avant ses rencontres avec l'étudiant. Mais ça, on comprend qu'elle ait changé encore une fois ses habitudes. Et en plus de ça, elle n'a plus jamais revu cet étudiant. Ce qui lui amène à se poser une question, c'est que est-ce que cet étudiant en était réellement un, ou alors l'université est suffisamment grande pour que leurs chemins ne se croisent plus. C'est là que cette histoire se termine. Eh bien, je vous laisse me dire en commentaire si jamais vous avez des théories sur les intentions de cet étudiant. On a la théorie qui est la pire, qui était que cet étudiant avait les intentions les plus malsaines vis-à-vis de Laurie, ou alors on a une théorie où cet étudiant était juste très lourd, à tel point qu'il a mis mal à l'aise notre ami Laurie.